unemployment since the Great Depression. Donald Trump left us the worst public health epidemic in a century. Donald Trump left us the worst attack on our democracy since the Civil War. And what we have done is clean up Donald Trump's mess. D'entrée en jeu, je dirais que le débat entre Trump et Kamala était au juste titre comme un combat de chiffonniers. C'est-à-dire que le gagnant, c'est celui qui a été le plus agaçant. Et Kamala a été l'agacé son chef dans les attaques frontales contre Trump, qui lui est obligé d'être sur la défensive. Mais elle a vite oublié la leçon que lui a faite Bill Clinton lors de sa prise de parole dans la convention des démocrates où elle a été investie. Vous avez tous entendu, Clinton a fait appel à la prudence face à Trump car il en sait mieux. Quoi qu'il en soit, toutes les enquêtes menées derrière Trump n'entament en rien sa popularité au sein de l'électorat américain. D'ailleurs, quand on parle du vote trumpiste, il faut savoir de quoi il s'agit. Ce n'est pas un bloc monolithique. Sur le vote afro-américain, par exemple, il n'a fait que progresser dans une partie de la population qu'on imagine acquise aux démocrates, ce que les médias occidentaux ne vous diront pas. Kamala a manqué de proposer quelque chose sur le quotidien américain. Elle a oublié qu'elle est arrivée dans ce débat avec le bilan de Biden, qu'elle partage systématiquement, même si elle a dit qu'elle n'était pas Biden. L'héritage de Joe Biden au cours des 3 dernières années est inégalé dans l'histoire moderne. En un seul mandat, il a déjà dépassé l'héritage de la plupart des présidents qui en ont effectué 2. Je suis le témoin direct du fait que notre président Joe Biden se bat chaque jour pour le peuple américain. Et nous lui sommes profondément reconnaissants pour les services qu'il a rendus à notre nation. Oui, elle était bonne dans l'ironie. Par contre, elle a rendu le débat faible en substance. Je pense que c'est pour cette raison qu'elle a tout de suite demandé un deuxième débat, car c'était du raté dans la substance. L'Amérique profonde, l'Amérique oubliée, vit de plein fouet l'inflation créée par elle et Biden. Il a été affaibli par la pandémie, puis par la guerre en Ukraine. Le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations des électeurs américains. Au début du mandat de Joe Biden, l'inflation était de 1,4%. Elle a ensuite explosé avec un pic en juin 2022, plus de 9%, du jamais vu depuis 40 ans. Elle est aujourd'hui redescendue à 3% contre un objectif idéal de 2%. Les 2 premières années de Joe Biden à la Maison-Blanche coïncident avec une baisse du salaire moyen d'environ 5%. Il est ensuite remonté au même niveau qu'il y a 4 ans, mais cette augmentation peine à suivre la hausse des prix. Résultat, un Américain sur 10 vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Autre enjeu majeur dans cette campagne, la crise du logement. Les loyers sont en hausse, les constructions insuffisantes et les taux de crédit élevés. Difficile donc pour des millions d'Américains de trouver un toit. N'oubliez pas aussi qu'au cours de son interview sur CNN, je parle bien de Kamala Harris, elle était assez faible en contenu et proposition. Or, Donald Trump, lui, a un bilan. Il est considéré comme un monstre de l'économie, ce qui n'est pas étonnant puisqu'il a été diplômé en économie. Trump, c'est le roi du ruissellement. Et s'il est réélu, on aura du Trump au carré. Pour lui, il faut réduire massivement le train de vie de l'État fédéral et baisser encore les impôts des entreprises parce que ça favorise la création de valeur, l'emploi et donc la croissance du pays. Ça veut dire aussi que l'État se désengage du financement ou du soutien de certains programmes gouvernementaux en faveur des assurances de santé, de certains programmes éducatifs. Je me souviens, moi, de Trump à Davos au début de cette année, avant la catastrophe Covid. Il affichait le niveau de chômage le plus bas depuis les années 60, un niveau de profit à la bourse exceptionnel, 22% de croissance sur le Dow Jones en 2019, un redressement du déficit du commerce extérieur. Maintenant, attention, on s'aperçoit que tout ça est finalement assez fragile. Les emplois créés sous Trump ont coûté très cher parce qu'ils ont été en quelque sorte subventionnés par les baisses d'impôts aux entreprises et il a creusé le déficit public. Euler Hermès prévoit une dette publique de 159% du PIB en 2030. On n'a pas trop de leçons à donner, nous, en France, mais enfin, on sera, nous, à 120%, quoi. Et puis, son bras de fer avec la Chine a aussi retardé les accords commerciaux qui prévoyaient que Pékin achète pour 200 milliards de dollars de biens américains. Lors des campagnes de 2016, avant qu'il ne soit élu président, les prévisions du FMI pariaient sur une croissance américaine plus forte sous Trump. Le Fonds monétaire international mise sur le plan de relance budgétaire de l'administration Trump pour doper la croissance américaine. Le FMI relève ainsi ses prévisions de croissance pour le pays de 0,1 point à 2,3% cette année et de 0,4 points à 2,5% l'an prochain. Le futur président a promis 500 milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures et des réductions d'impôts.
Cette révision ne tient pas compte des récentes annonces d'investissement d'entreprises aux États-Unis. Certes que Kamala ne prenait pas de décision, mais elle est co-responsable de facto. Elle aurait dû proposer une solution contre ce monstre qui nuit les Américains, je parle d'inflation. Dans ce contexte, parler de la victoire de Kamala, sur ce débat, me paraît coquignolesque. D'ailleurs, il est établi aujourd'hui que les populations les plus fragiles se souviennent que leur situation était bien meilleure sous Trump. Ils pouvaient se loger, ils étaient payés, ils avaient un emploi. En gros, on se dit que quand Trump était au pouvoir, on n'avait pas autant à se plaindre sur le coût de la nourriture. Aujourd'hui, on se dit « Oh, avant j'allais dans un magasin et avec $1, j'avais 2 paquets de chips. » Depuis que Biden est au pouvoir, c'est $2 pour un minuscule sachet. En tant que businessman, Trump était vraiment le modèle à suivre. Oui, c'est vrai. Bref, nous sommes face à vous pour montrer les fake news de Kamala. En revanche, aux journalistes horizontaux qui ont fait semblant de voir seulement les mensonges de Trump que je ne peux défendre. Ces journalistes ont vendu un Kamala à la Sainte Marie. Parlant des mensonges de Kamala, puisque ceux de Trump ont été largement évoqués. Premier mensonge, il a déclaré que leur quadriennat, elle et Biden, a hérité le pire taux de chômage depuis la dépression. Bon, il parle de la crise de 1929, c'est un mensonge. Regardez cette courbe. Le taux de chômage aux États-Unis entre 1991 et 2023. Suivez avec moi, nous sommes en 1991. Le taux de chômage en 1992 est établi à 7,5. Nous sautons ici pour tomber en 2008-2009. Le taux de chômage 2010 est à 9,25. Et là, c'est Obama qui est président. Donc, ce sont les démocrates qui sont au pouvoir. Vous êtes d'accord avec moi? On arrive en 2016. Trump est en campagne. En 2017, 2019, le chômage tombe au plus bas niveau depuis plus de 50 ans, c'est-à-dire 3,9. Et en 2020, il y a Covid qui vint. Et le taux de chômage est à 8,5. Donc Trump, sous l'effet Covid, laisse un taux de chômage à 8,5. Vous comprenez que c'était un pur mensonge quand Kamala dit que Trump a laissé le plus mauvais taux de chômage depuis la dépression. Ma passion, l'une de mes passions, c'est aussi les petites entreprises. Ma mère m'a élevée, nous a élevés, ma sœur et moi, et une femme nous a aidés également à grandir. C'était notre deuxième mère et c'était la propriétaire d'une petite entreprise. Donc j'adore les petites entreprises et j'ai l'intention d'accorder un crédit d'impôt de $50 000 pour la création de petites entreprises. Ce sont les piliers de l'économie américaine. Par contre, mon adversaire a pour projet de faire ce qu'il a fait par le passé, à savoir offrir des baisses d'impôts aux milliardaires et aux grosses entreprises. Et cela va donner lieu à cela va s'ajouter aux 5 000 milliards de déficit. Et il a l'intention de faire une baisse d'impôts sur les ventes à hauteur de 20% pour les produits de tous les jours dont vous avez besoin tous les mois. En fait, ce sera une hausse sur les taxes à la vente et cela représentera $4 000 de dépenses de plus pour les familles par an. Et ce, à cause des politiques et des idées de mon adversaire. Il pense que ce sont les classes moyennes qui doivent payer pour les crédits d'impôt des millionnaires. Alors, tout d'abord, cette taxe dont elle parle n'est pas vraie du tout. En fait, ce qu'on veut faire, c'est augmenter les droits de douane sur les importations qui viennent de l'étranger. Ça fait 70 ans qu'on aide le monde entier. Il est temps qu'on nous rende la faveur. Deuxième mensonge, il s'agit plutôt des tarifs douaniers que Trump veut imposer surtout à la Chine. Troisième mensonge, il attribue à Donald Trump une feuille de route 2025 des résultats conservateurs. C'est faux, car il ne possède aucune preuve et le concerné dit ne pas reconnaître ce programme. Quatrième mensonge, elle a dit que le programme de Trump prévoit de surveiller les fausses couches et les grossesses, ce qui est totalement faux. Car là, c'est un argument qui est dans le programme des résultats conservateurs, qui n'a rien à voir avec le programme de Trump. Cinquième mensonge, elle affirme qu'aucun membre de l'armée américaine n'est actuellement en service dans le monde. C'est faux. Il y a 2500 soldats américains en Irak et plus de 900 en Syrie pour soutenir les forces locales.
Enfin, le sixième mensonge, elle a dit, si Trump est réélu, il signera une interdiction nationale sur l'avortement. C'est un petit mensonge. Trump avait refusé de poser son veto à une interdiction nationale sur l'avortement. Il a, au contraire, laissé ce choix aux différents États.